Bonjour à tous les amis, ben voilà, un petit problème est survenu sur YouTube et je me vois donc obligée de recommencer les premières vidéos concernant les pages 1 à 8. Je vais donc recommencer, mais je pense que plutôt que de faire 4 vidéos avec une ou deux pages à la fois, je vais quand même essayer de travailler un peu plus longtemps. Voilà, la première partie s'intéresse donc à la dépendance entre deux variables. Donc au départ, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une fonction, mais de manière générale, on sait qu'une fonction, c'est une relation. Une relation, donc un lien entre deux éléments. Ces deux éléments, c'est ce qu'on appelle deux variables. Variables, pourquoi? Parce qu'on peut leur donner différentes valeurs. L'exploration se fait à partir d'un exemple qui met en évidence la distance de freinage d'un véhicule qui dépend de la vitesse à laquelle on roule. Et donc on se rend compte que plus la vitesse augmente et plus la distance de freinage augmente elle aussi, mais pas de manière proportionnelle, parce que si c'était de manière proportionnelle, on aurait une belle droite à partir de l'origine. La formule utilisée pour déterminer cette distance est d égale v carré sur 200, dans laquelle, on vous le dit juste ici, d représente la distance en mètres et v la vitesse en kilomètres. Kilomètre-heure, pardon. Donc on peut représenter par le graphique il vous est donné, hein. C'est pas vous qui devez le tracer. Noah prétend que si on roule 2 fois plus vite, la vitesse de freinage double également. A-t-il raison? Bon, on peut, de toute façon, même avant de compléter le tableau qui se trouve dans le bas de la page, très vite se rendre compte qu'il a tort, puisque, regardons ici, pour 40 km/h, la distance de freinage est inférieure à 10 mètres, pardon. Donc, si je roule à 40 km/h, il me faut moins de 10 mètres pour freiner. Voyons si je double la vitesse, donc 80 km/h, il me faudra plus de 30 mètres pour freiner. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que je double la vitesse que la distance est doublée également. La distance progresse beaucoup plus vite que la vitesse. Afin de répondre à la question, bon, ça, il faut de toute façon vérifier quand même ce qu'on dit. Donc, on va s'aider donc du tableau. Les vitesses vont de 0 à 120 km/h et font des sauts de 10 km/h. Et on doit évidemment utiliser la formule d égale v carré sur 200 pour déterminer les valeurs de la deuxième ligne. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. jusque 120. Pour trouver les valeurs correspondantes, je vous prends un exemple. Si je travaille avec 40, j'utilise ma calculatrice. La formule est donc v carré divisé par 200 pour trouver la distance, ce qui m'intéresse à la deuxième ligne. Donc 40 au carré divisé par 200 égale 8. Et donc, la valeur correspondante à 40 est 8. Je vais le faire tout de suite avec 80 pour vous en rendre compte. Si je le fais avec 80, 80 au carré divisé par 200, 32. Donc la valeur correspondante est de 32. Et je l'ai fait de la même façon pour tout le tableau. Donc ça, prenez quand même la peine de vérifier les différentes valeurs. Et ben forcément, j'ai de temps en temps des valeurs décimales, mais au 5 dixièmes près, si pas, j'ai toujours des valeurs naturelles. Ça, c'est pour l'approche. Donc, Noah a-t-il raison? Ben non. Puisque en roulant 20 km/h, il lui faut 2 mètres pour freiner, alors que pour une vitesse double, pour 40 km/h, il lui en faudra 8. Alors, quelle est la variable dont l'auteur du graphique a choisi lui-même les valeurs? Autrement dit, la variable indépendante, qui est totalement libre et qui ne dépend pas de l'autre. C'est forcément la vitesse, qui est la variable indépendante. Par contre, la variable dépendante, c'est l'autre, c'est la distance de freinage. Ce qui est logique, c'est la distance de freinage qui dépend de la vitesse à laquelle on roule. On se rend compte, en regardant le graphique de la page précédente, que la distance de freinage est représentée sur l'axe Y, alors que la vitesse à laquelle on roule est représentée sur l'axe des X. Donc, automatiquement, je sais dès à présent que Y dépend de X, que ce que je vais écrire sur Y dépendra de ce que j'aurai écrit sur X. C'est donc moi qui vais choisir les valeurs à noter sur l'axe des X et trouver les valeurs correspondantes, soit en fonction d'un graphique, soit en fonction d'une formule. Donc, petite synthèse pour l'instant.
Je trouve sur l'axe des X la variable indépendante, ce sont des valeurs que j'ai choisies. Je trouve sur l'axe Y, donc l'axe vertical des ordonnées, la variable dépendante, ce sont les valeurs obtenues par calcul. Donc, en résumé, une variable est une lettre à laquelle on peut attribuer différentes valeurs numériques. Dans une relation entre deux variables, l'une est appelée indépendante et l'autre forcément dépendante. La variable indépendante a une valeur qui n'est influencée par aucun paramètre et celle dont on choisit la valeur, on la représente c'est celle dont on a choisi nous-mêmes les valeurs, on la représente sur l'axe horizontal, on lui attribue la lettre X. Par contre, la variable dépendante a une valeur qui dépend de la variable indépendante. C'est celle que l'on obtient par manipulation. Bon, ici, j'ai noté scientifique ou mathématique, donc tout simplement par calcul à partir de la variable indépendante. On la représente sur l'axe vertical, on lui attribue la lettre Y. Et donc, ce qui est important, on dit que Y est l'image de X par la fonction. Voilà pour la page 2. Donc, toujours sous forme synthétique, mais disons sous la forme d'un graphique, on retiendra que sur l'axe horizontal X, on y trouve la variable indépendante. Il faudra toujours renseigner. Donc, exemple ici, sur notre page 1, il était indiqué vitesse en km/h. Sur l'axe des ordonnées Y, on trouve la variable dépendante, autrement dit la distance de freinage en mètres. Alors, je vous proposais ici une petite application. Alors, je vous montre de toute façon les réponses. À vous, évidemment, de jouer le jeu, d'essayer quand même de vérifier vous-même, puisque de toute façon, à la fin du chapitre, il y a quand même des exercices récapitulatifs, dont celui-ci, le même genre. Je vous donne quelques situations, desquelles j'ai retiré les deux variables observées. À vous de me dire si c'est X ou Y, autrement dit, laquelle dépend de l'autre. Le premier, à titre d'exemple, après avoir effectué un trajet en taxi, on paie le taximan. J'ai donc le montant à payer et le nombre de kilomètres parcourus. C'est clair que le montant à payer dépend du nombre de kilomètres parcourus. J'ai donc Y pour l'un, X pour l'autre. Lors des soldes, un magasin affiche tout à 50%. De grandeur, le prix avant les soldes, le montant de la réduction. Mais forcément, le montant que je vais pouvoir afficher au moment des soldes va dépendre du prix avant les soldes, donc Y et X. Fred envoie par la poste un colis à un ami. Bon, c'est tendance en ce moment, on envoie des colis de grandeur, de nouveau, le montant de l'affranchissement, donc le timbre si vous voulez, donc le prix à payer pour l'envoi, et la masse du colis. Ben, c'est clair que si vous envoyez une lettre, ce sera pas le même tarif que si vous envoyez un colis de 5 kg. Donc, le montant de l'affranchissement dépend de la masse du colis. Une éolienne produit de l'énergie électrique. Ben, forcément, les deux grandeurs variables sont la vitesse du vent et la quantité d'électricité produite. Ici, pareil, j'ai la quantité d'électricité produite va dépendre de la vitesse du vent. Après de fortes pluies, le niveau de la rivière a augmenté. Les deux grandeurs mises en évidence sont le niveau de la rivière et la quantité de pluie tombée. Ben, c'est clair que le niveau de la rivière dépend de la quantité de pluie tombée. Et le dernier, on observe la température extérieure lors d'une journée de printemps. Premièrement, l'heure de la journée, deuxième grandeur, la température relevée. Ben, il est clair que la température relevée va dépendre de l'heure à laquelle on prend la température. Voilà, ça c'est une petite application pour bien distinguer la variable dépendante de la variable indépendante. Alors, ensuite on va distinguer, donc on est à la page 4, partie 2, distinction entre relation et fonction. Alors, la distinction se fait soit à partir de phrases, de relations, comme il est question ici, soit à partir de graphiques, et ce sera, vous verrez, nettement plus pratique, et les exercices se font généralement à partir de graphiques. Donc, première approche, ici, on travaille à partir de phrases, si vous voulez, de relations entre deux grandeurs, comme les petits exemples précédents, et les exercices, l'approche suivante sera à partir de graphiques. C'est plus visuel et c'est beaucoup plus simple. Alors, une relation, comme je vous l'ai dit, c'est toujours entre deux ensembles, bien évidemment, des éléments, je vais dire, de départ et des éléments d'arrivée. La relation ici, c'est est la capitale de. Donc bah, forcément, j'ai pris quelques pays, quelques capitales, Paris, Bruxelles, Rome, Madrid et Berlin.
Et dans l'ensemble B, on y trouve Belgique, Pays-Bas, France, Italie, Espagne. On se rend compte que forcément, Paris est la capitale de la France, Bruxelles de la Belgique, Rome de l'Italie, Madrid de l'Espagne. Je n'ai pas de flèche partant de Berlin, ni de flèches qui aboutissent aux Pays-Bas. Deuxième situation, addition, soustraction, multiplication, division pour l'ensemble A et les propriétés associatives, commutatives, éléments neutres, éléments absorbants. La relation mise en évidence est A pour propriété. Donc, je me rends compte que déjà, au départ, il n'y a que deux opérations qui ont des propriétés, à savoir l'addition et la multiplication. L'addition possède les trois premières, la multiplication les possède toutes. Et troisième situation, matière de cours, éducation physique, mathématiques, français, sciences, histoire pour l'ensemble A, géométrie, basketball, grammaire, conjugaison, algèbre et Moyen-Âge pour l'ensemble B. Et là, de nouveau, j'ai une flèche partant de l'éducation physique, deux partant de mathématiques, deux partant du français, aucune partant de sciences et une partant de l'histoire. Et à la page suivante, on vous dit, en sachant que c'est la situation 1 qui représente une fonction, qu'est-ce qui la caractérise? Donc ici, j'ai la représentation d'une fonction, les deux autres situations représentent des relations. On se rend compte que ce qui les distingue tout de suite, et c'est d'ailleurs ce que je vous demande dans le petit tableau de la page suivante, je vous le remontre ici. Donc ici, on se trouve à la page 5. On vous demande dans la situation 1 le nombre de flèches au maximum partant des éléments de l'ensemble A vers l'ensemble B. Au maximum, j'en ai une. 0 ou 1. Au maximum dans la situation 4, j'en ai 4. Dans la situation 2, j'en ai 4. Et dans la situation 3, j'ai au maximum 2 flèches. En sachant que c'est la situation 1 qui représente la fonction, c'est ça la condition. C'est que, à partir de l'ensemble de départ, je ne peux avoir au maximum qu'une flèche qui relie l'ensemble d'arrivée. Je ne peux pas avoir plus d'une flèche. Alors, donc, c'est ce que j'ai noté ici. À chaque élément de l'ensemble A correspond au plus 1, donc au maximum 1 élément de l'ensemble B, à savoir 0 ou 1. Et donc, comme je vous l'avais dit, quand on vous demande de vérifier ça graphiquement, alors à partir de graphiques, c'est tout simple. Il suffit, à partir du graphique donné, donc ici le graphique était composé de 2 parties courbes, il suffit de tracer, ou même sans les tracer, il suffit de déplacer un feutre, un bic, une équerre comme ceci. Vous déplacez votre équerre. À n'importe quel moment quand vous arrêtez le déplacement, quel que soit l'endroit où vous vous arrêtez, si vous constatez que votre bic, votre crayon, votre équerre coupe le graphique en plus d'un point, c'est qu'il s'agit d'une relation. S'il n'y a qu'un point d'intersection ou aucun point d'intersection, il s'agit d'une fonction. Ceci est donc la représentation d'une relation, puisqu'on voit par exemple ici 2 points d'intersection. Là, il n'y en a pas, mais à un endroit minimum, puisqu'il y a plusieurs cas où j'ai chaque fois 2 points d'intersection, donc ceci est une relation. Par contre, le suivant, j'ai beau tracer n'importe où un trait vertical, je me rends compte que chaque trait vertical ne coupe le graphique qu'en un seul point à chaque fois, c'est donc une fonction. Celle-ci également, quel que soit l'endroit où je m'arrête, j'aurai un seul point d'intersection. 0, parce que j'aurais pu en tracer un de l'autre côté de l'axe, à gauche de l'axe vertical. Là, je n'aurais pas eu de point d'intersection. 0 ou un point d'intersection, c'est une fonction. Ici, même chose. Quel que soit l'endroit où je m'arrête, je n'aurai toujours qu'un seul point d'intersection, donc c'est une fonction. Par contre, à la page suivante, 2 graphiques. L'un qui est une relation, puisque j'ai un graphique, je vais dire, circulaire, pas tout à fait vraiment circulaire, mais quel que soit l'endroit où je m'arrête, j'ai soit 0 point d'intersection, 1 point d'intersection, comme c'est le cas ici, si la droite est la tangente, ou 2 points d'intersection si les droites sont séquentes. Donc relation, et là la droite, en tout cas lorsqu'il s'agit d'une droite oblique, c'est automatiquement une fonction. Donc, en synthèse, une relation d'un ensemble A vers B, c'est un lien entre l'ensemble A et l'ensemble B. C'est un lien, ça c'est une relation.
Une fonction de A vers B, c'est donc une relation particulière. Je pourrais reprendre l'exemple du carré et du rectangle. Le carré est un rectangle, mais le rectangle n'est pas un carré, puisqu'il lui manque quatre côtés de même mesure. Ici, c'est pareil. Une fonction est une relation, mais une relation n'est pas nécessairement une fonction. Pour qu'une relation soit une fonction, c'est ce qui est écrit ici, il faut que, au maximum, au plus, qu'il y ait au plus un élément de l'ensemble A vers l'ensemble B. Une fonction est une relation qui, à chaque x, associe au plus un nombre noté, soit f de x ou y. F de x, ce qui signifie l'image de x par la fonction f. Une relation, ou bien fonction, entre deux grandeurs x et y peut être représentée de trois manières différentes. Vous les avez déjà rencontrées, toutes les trois. À la première page, vous avez déjà rencontré l'expression analytique ou algébrique qui traduit algébriquement la relation, autrement dit, une formule. Je vous la remontre. Voilà, D égale V carré sur 200. Ça, c'est une première représentation. Une deuxième représentation, c'est le tableau de valeurs qui associe les valeurs des deux variables x et y. De nouveau, à la page 1, vous avez votre tableau de valeurs dans le bas de la page. Et enfin, le graphique qui est établi à partir du tableau de valeurs. Alors, j'espère que jusqu'à présent, tout est clair. En voilà un bel exemple. Donc, à la page 7, vous trouvez, à partir de l'exemple, l'aire d'un carré qui varie en fonction de la mesure du côté. Première représentation, c'est l'équation y égale x carré, puisque la grandeur variable, c'est l'aire. Elle varie en fonction de la mesure du côté noté C ou x au carré, puisque je respecte la formule côté au carré égale R pour le carré. Donc, y égale x carré, l'équation, premièrement. Deuxièmement, pour pouvoir ensuite, à partir de ma formule, passer à une représentation graphique plus parlante, j'ai besoin d'un tableau de valeurs. Et donc, je dresse un tableau. Alors, le tableau, il peut aussi être vertical. Autrement dit, j'aurais pu avoir un tableau comme ceci, verticalement. X, ça a parfois des avantages. X à gauche, Y à droite. Et donc, je choisis les valeurs pour X et je trouve les valeurs correspondantes pour Y. Mais ici, j'avoue, par gain de place, j'ai choisi de travailler horizontalement. Donc, je choisis les valeurs de la variable indépendante, autrement dit la longueur du côté, et j'ai donné 1 demi, 1, 3 demi, autrement dit 1,5, 2, 2,5, 3, etc. En remplaçant x par ces valeurs dans la formule, je trouve les valeurs correspondantes pour y, à savoir, si x vaut 1 demi au carré égale 1 quart. On vérifie. Donc, bon, ici c'est l'ancienne calculatrice. 1 demi au carré égale 1 quart. Bon, 1 au carré, je vous épargne quand même. Si je remplace x par 1, 1 au carré, 1. Si je remplace x par 3 demi, « 9 quarts ». Et au fur et à mesure, je complète mon tableau. Alors, ensuite, je dois normalement donc placer tous ces points dans mon graphique. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette présentation-ci était intéressante, parce que j'aurai 1 demi, 1 quart, 1, 3 demi, 9 quarts. Et il me suffit de rajouter comme ceci des parenthèses avec un point-virgule. Et vous voyez tout de suite les coordonnées des points à placer dans le graphique. Bon, quoi qu'il en soit, vous le voyez ici quand même. La valeur x et sa valeur correspondante. 1 demi, 1 quart. Donc, quand x vaut 1 demi, vous avez 1 quart comme valeur correspondante. Bon, bien sûr, 0, 0 comme point de départ. Hein. Quand x vaut 1, y vaut 1. Quand x vaut 2, y vaut 4. Quand x vaut 3, y vaut 9. Et une fois qu'on a placé les différents points, à partir du moment où on se rend compte que les points ne peuvent pas être reliés par une droite, interdiction de tracer le graphique à la latte. Vous ne pouvez pas, à l'aide de votre latte, relier deux points
l'un à l'autre et avoir une succession de petits segments, ce sera pas beau du tout. Dès que le graphique est une courbe, il faut faire ça à main levée. Donc, on prend le temps qu'il faut, mais à main levée, on relie les points entre eux. Voilà, ça c'est l'exemple, la représentation des 3 façons de présenter une fonction, son équation, le tableau de valeur, le graphique. Alors, on va passer à quelques notations. Bon, alors ça, c'est plutôt pour se familiariser avec les différentes écritures qui vont se présenter dans les feuilles, parce que, bon, voilà, je vais pas dire un peu moins important, mais... Alors, très souvent, les grandeurs x et y sont liées par une relation qui prend ses valeurs dans R. Autrement dit, je peux donner à x et y, donc par exemple dans mon tableau, vous voyez qu'ici, il y a aussi bien des fractions que des valeurs naturelles. Ça peut être des valeurs négatives, sauf dans ce cas-ci bien sûr, parce que la mesure de mon côté peut pas être négative, mais quoi qu'il en soit, je peux travailler avec n'importe quelle valeur réelle. Pour exprimer que y est une fonction de x, on note soit sous la forme d'une relation, donc à l'aide d'une flèche, soit sous la forme d'une équation à l'aide du signe égal. Si c'est une relation, on notera x a comme image f de x ou y. Si c'est une équation, on notera y égale f de x. Je vous laisse lire la suite. Donc, exemple, on notera l'équation y égale x carré, comme dans l'exemple juste au-dessus, ou si je note ça sous la forme d'une relation, ce serait la fonction f telle que x a comme image x carré. Voilà. Et enfin, quelques caractéristiques. Vous avez remarqué que aussi bien notre exemple de la première page concernant la distance de freinage que l'air qui varie en fonction de la mesure du côté du carré sont représentés par des courbes. Par contre, dans les exercices où il fallait vérifier si les graphiques étaient des fonctions ou des relations, à savoir ces graphiques-ci, je les remonte, donc les graphiques de la page 5 et de la page 6, je remarque qu'il y a 2 catégories. Il y a d'un côté les droites et de l'autre les courbes. Comment distinguer ces différents graphiques à partir uniquement de leur équation? J'ai repris quelques notions ici, quelques équations. Si je vous donne l'équation y égale 2x, y égale moins 3x plus 1, y égale x sur 2, y égale 7x plus 3, etc. Et je remarque que l'exposant attribué à x est toujours 1. Donc, lorsqu'il s'agit d'une équation du premier degré, vous aurez toujours une droite. Et lorsqu'il s'agira d'une équation d'un autre degré que 1, comme y égale x carré, là ce sera une parabole. Y égale 3x carré moins 1, vous aurez également une parabole, autrement dit, un graphique en forme de U. Lorsque vous aurez y égale 1 sur x, là vous aurez un graphique comme ceci, ce qu'on appelle une hyperbole. Lorsque vous aurez y égale radical x, vous aurez ce qu'on appelle une demi-parabole d'axe horizontal. Et y égale 5x cube plus 2x carré moins 1, etc. Donc, quand je dépasse le premier, enfin pas quand je dépasse, mais quand c'est un autre degré que 1, automatiquement c'est une courbe. Pas je dépasse, puisqu'ici vous avez deuxième degré, troisième degré. Attention ici, 1 sur x, si je fais repasser le x de l'autre côté de la barre de fraction, j'aurai x exposant moins 1. Et je rappelle ici pour radical x, je sous-entends 1 sous le radical pour x et la racine carrée a comme indice sous-entendu, puisqu'on ne le note pas, 2. Si je veux me débarrasser de la notation, ça je l'avais déjà expliqué au moment des racines carrées, si je ne veux plus noter le symbole radical, je note forcément x, le radicand, et l'exposant qui est attribué à x est 1 demi. Je rappelle, 1 est un exposant ça s'écrit au-dessus, 2 est un indice, ça se note en dessous. Donc, premier degré, droite, autre degré que 1, courbe. Donc, je reviens ici à la page 8. S'il s'agit d'une équation du premier degré, ce sera une droite, d'un autre degré que 1, ce sera une courbe. Universellement, ça forcément, on note la lettre f pour désigner une fonction. Et
ici un point important parce que ça fait partie des exercices, c'est un objectif incontournable dans le programme, c'est comment vérifier qu'un point appartient ou pas à un graphique de fonction. Bon, vous allez me dire, si on a le graphique, pas de souci, je vérifie sur le graphique si le point, par exemple, de coordonnées 4, 16 appartient au graphique. Ok, mais le jour où on vous donne le point de coordonnées 24, 78, bon, il y a de fortes chances quand même que vous sachiez peut-être pas vérifier sur le graphique parce que forcément les axes ne dépassent pas 20, donc impossible. Donc comment faire? Si je dispose de l'équation, comme exemple ici, donc toujours ma formule l'air égale le côté au carré, est-ce que le point 4, 16 appartient au graphique? Oui. Pourquoi? Parce que je rappelle, je vais le noter ici sur la feuille, que lorsque j'ai les coordonnées de 2 points, la première coordonnée est la valeur de x et la deuxième la valeur d'y. Donc je remplace dans mon équation y par 16 et x par 4. Donc je vérifie, est-ce que 16 est égal à 4 au carré? Oui. Et donc le point appartient au graphique. On dit aussi que 16 est la valeur numérique quand x vaut 4. Et on note f de 4 égale 16. L'image de 4 par la fonction est égale à 16. Contre-exemple, si maintenant je fais la même chose avec le point B de coordonnées 5, 24, appartient-il ou pas à l'équation y, à la fonction dont l'équation est y égale 4x plus 5? Je vérifie, je remplace y par 24 et le x par 5. Donc j'aurai 24 est-il égal à 4 fois 5 plus 5, 4 fois 5 plus 5 ça fait 25, 24 est différent de 25 et donc le point B n'appartient pas au graphique. Voilà. Alors, je m'arrête ici puisque image et antécédent a été normalement développé dans une vidéo que vous savez regarder. J'espère que jusqu'à présent ça a été clair. Je referai peut-être une petite synthèse sur feuille et reviendrai vers vous avec une petite vidéo. À bientôt!